Bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, suite du challenge Un jour une décennie, nous allons faire la décennie 1850, comme vous l'avez sans doute remarqué, grâce à cette magnifique coiffure directement inspirée de ce tableau de la princesse Victoria, Gorgeous, I'm in Love. Pour cette décennie 1850, j'ai choisi de parler de quelque chose qui n'est pas vraiment acté. C'est plus une mode que j'ai remarqué en faisant des recherches et en regardant beaucoup de tableaux, notamment de Winterhalter. Sans lui, je ne sais pas comment on aurait fait. J'ai remarqué en faisant des recherches sur cette décennie qu'il y avait une tendance chez les femmes qui se dégageait, et cette tendance, c'était un peu cette coiffure raie au milieu avec un gros volume sur les côtés et de la fleur dans les cheveux, que ce soit en couronne, que ce soit dans le chignon. Vraiment, on trouve beaucoup de choses, on trouve beaucoup de fleurs et je trouve ça magnifique. Également, pour aller avec cette mode de la fleur dans les cheveux, on retrouve souvent des bouquets de corsage. Alors, ce que j'appelle des bouquets de corsage, qui sont tout simplement épinglés au corsage et qui sont généralement assortis à la couronne de fleurs. Ça a été assez compliqué de trouver des choses écrites sur cette mode, notamment de nos jours. Je n'ai absolument rien trouvé. Par contre, il y a un ouvrage qui a été écrit en 1847 et qui, je pense, était un peu précurseur de la mode à venir pour la décennie à venir. Et cet ouvrage, c'est Les fleurs naturelles, traitées sur l'art de composer les couronnes, les parures, les bouquets, etc. de tout genre pour bals et soirées, suivi du langage des fleurs par Jules Lachaume. Jules Lachaume était un fleuriste qui a ouvert sa boutique en 1845. J'ai rien trouvé sur lui, à part que la maison Lachaume est toujours ouverte de nos jours, ce qui est incroyable. Et donc, c'est grâce à cet ouvrage que j'ai pu dégager un peu la ligne directrice de cette mode. Dans l'introduction de l'ouvrage, Lachaume écrit « Ce guide sera utile aux dames parisiennes qui voudront composer elles-mêmes leur parure et il sera indispensable dans la province où la profession de fleuriste n'est pour ainsi dire nulle part encore exercée. » Et ça a été ma première surprise quand j'ai lu l'ouvrage, c'est que je ne savais pas, ou alors c'est peut-être un fantasme parisien de se dire qu'il n'y a qu'à Paris qu'on fait des choses raffinées et pas en province, mais je pense pas. D'après lui, il n'y avait pas de fleuriste ailleurs que dans les, ailleurs qu'à Paris ou peut-être dans les grandes villes. En fait, l'ouvrage, il est divisé en un certain nombre de catégories. Il va d'abord y avoir des chapitres sur comment les fleurs poussent en France, comment les fleurs sont importées, quelles fleurs acheter à quelle saison, quelles sont les fleurs qui sont cultivées en serre chaude. Ensuite, il y a le chapitre sur les parures de bal, les couronnes, les bouquets de corsage. Et ensuite, il y a également un chapitre sur, encore une fois, le langage des fleurs. Donc moi, ici dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur la partie qui traite des parures de bal. Il fait donc un petit récapitulatif sur les parures en fleurs naturelles à l'Antiquité, au Moyen-Âge, sous la monarchie, etc. Sous la Restauration, les fleurs artificielles furent en grande vogue. Chacun en porta, depuis la simple paysanne qui avait à son bonnet des fleurs de pacotille dites de fantaisie, jusqu'à la duchesse qui préférerait aux roses naturelles les roses en velours et en satin diamanté. Et il dit « Aujourd'hui, de nos jours, on semble vouloir revenir au beau temps de la Grèce et de Rome. Les fleurs naturelles sont remises en honneur. Déjà, une femme du monde ne peut plus se présenter décemment dans un bal, dans une soirée, sans avoir une rose ou un camélia à son corsage. Espérons qu'on ne s'arrêtera pas là et que bientôt la couronne et le bouquet seront d'une rigoureuse obligation dans toute réunion qui aura le plaisir pour but. Pourquoi même nos grandes dames ne remplaceraient-elles pas leurs disgracieux chapeaux par de
par de gracieuses et odorantes couronnes de fleurs. Donc, on lit bien là que lorsque les femmes se présentaient dans un bal ou quoi que ce soit, elles étaient obligées de revêtir un bouquet de corsage, une couronne de fleurs. Alors, la chaume, il est un peu vieux jeu, pour pas dire vieux. Il dit des choses qui aujourd'hui ne passeraient plus. Tout le monde peut porter des rubans et des fleurs artificielles, mais il faut être riche pour porter des fleurs naturelles toujours fraîches. Je ne vois pas de moyen à la fois plus sûr et plus agréable pour le grand monde de se distinguer de la classe moyenne. Pour la chaume, le fait de porter des fleurs dans les cheveux ou des fleurs à son corsage, c'était un moyen de dire au monde « Regardez-moi, je suis riche, je peux me payer des fleurs et en plus de la fleur fraîche, pas de la vieille fleur artificielle comme les paysannes mettent dans leurs cheveux. » Donc, en soi, c'est pas très politiquement correct, mais ça nous donne quand même une idée de comment les gens, quel était le rapport de la société à la fleur. C'était vraiment le produit de luxe par excellence. Ok. Son ouvrage, il est quand même exceptionnel parce que c'est vraiment la liste exhaustive de toutes les coiffures qui pouvaient exister et de la parure de fleurs qui allait avec. Et c'est hyper intéressant parce que non seulement il indique quelles sont les coiffures, mais en plus il se permet d'expliquer quelle coiffure va avec quelle morphologie, avec quelle forme de visage. Et ce qui est aussi génial, c'est que chacune de ces descriptions sont accompagnées d'illustrations. Et ça, c'est une mine d'or. Chacune de ces est illustrée. Qu'est-ce que j'ai dit? La coiffure que je porte ici même, c'est la coiffure à la Stolz. Stolz, qui était une chanteuse lyrique française, en l'occurrence. Et il indique que c'est Madame Stolz qui a porté la première fois cette coiffure à l'Académie royale de musique. Et elle eut une grande vogue. Qu'on se le dise, hein, je n'ai pas respecté à la lettre la description de la chaume. J'ai pris une licence poétique en fonction des fleurs que j'ai pu glaner. Parce que oui, cette couronne est entièrement composée de fleurs glanées. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne retrouve plus les végétaux de l'époque aujourd'hui chez nos fournisseurs. Le meilleur moyen d'avoir des végétaux, des fleurs de camélia ou des roses anciennes, eh bien, c'est de réussir à les trouver dans la nature. C'est pour moi ce qui est le plus proche des fleurs qui étaient cultivées à l'époque. C'est une traverse en feuillage avec 3 grosses fleurs de chaque côté de la tête, serrées l'une contre l'autre, rose ou camélia entourées de bruyères ou de feuilles de mimosa. Le feuillage qui accompagne toujours les fleurs doit retomber sur le cou, puis la couronne à partir des grosses fleurs va en diminuant derrière la tête, où elle ne doit pas dépasser en grosseur la traverse de feuillage du devant de la tête.
Je vous passe le passage où il gueule parce que oui, les fleuristes ne sont pas en accord avec les couturières et du coup les couleurs des bouquets de corsage ne sont pas assorties aux couleurs des robes et le traité qui fait une dizaine de pages sur quelle couleur de fleurs mettre en fonction de la couleur de la robe. Pour résumer ces 10 pages, je lirai juste la phrase suivante. Il ne suffit pas d'accorder les fleurs entre elles dans une parure ou dans un bouquet. Il faut qu'elles s'harmonisent aussi avec les couleurs des étoffes de la toilette. Malheureusement, cette harmonie n'a guère eu d'autre base juste ici que le caprice ou le mauvais goût. Woo, the shade is real! Il y a également un chapitre sur ce qu'il appelle des bouquets à la main. Et ça, c'est hyper intéressant parce que on ne pouvait pas aller à un bal sans un éventail, un carnet de bal et un petit bouquet à la main. Le bouquet dit à la main semble être un attribut naturel des dames françaises. Ça, c'est intéressant. Il leur sert de maintien et embellit leur démarche quand il n'est pas l'interprète de sentiments qu'elles inspirent à juste titre. Mais si les femmes, chez nous, rivalisent de goût pour les bouquets à la main avec les femmes de l'Orient, elles ne prennent pas le même soin que ces dernières pour apprendre le langage des fleurs, cette charmante langue du sentiment que parlent si bien les orientaux. Encore une fois, ce fantasme de l'Orient, de l'orientalisme. Et je pense ne pas trop m'avancer en prononçant la théorie suivante. Je pense que l'enthousiasme pour la symbolique des fleurs et le langage des fleurs est directement lié à l'enthousiasme pour l'orientalisme en Occident au XIXe siècle. Parce que ça existe depuis toujours, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est surtout les femmes de l'Orient, pour le citer, qui manipulaient cet art avec une grande expertise. Et du coup, tu vois, en fait, cette symbolique qui était si chère en Orient a été importée en France par le biais de ce... Parce que c'était stylé, quoi. Voilà, c'était la mode, quoi. Voilà. Je pense que c'est intrinsèquement lié. Et là, il dit quelque chose que j'adore. Une fois n'est pas coutume. Il dit « Le bouquet prend toutes les formes, tous les caractères, toutes les physionomies. Il est mince, il est effilé, il est gros, il est massif, il est moral, il est dangereux, il est filial, il est respectueux, il est galant, il est conjugal, il est adultère, il a l'air sincère, menteur, naïf, évaporé. » Et ça, je trouve ça génial parce que je trouve qu'il a tellement raison. Et d'ailleurs, il poursuit avec cette phrase à laquelle tous les fleuristes pourront s'identifier. Que ne peut-on pénétrer tous les secrets qui se passent dans les magasins de fleuristes? Ouais. Je trouve ça magnifique et c'est vrai qu'en fonction de la forme, en fonction des végétaux qu'on choisit, on peut être exubérant, on peut être réservé, on peut être séductrice, on peut être mariée et je trouve c'est magnifique ce qu'il a dit. Voilà pour la décennie 1850. Je pense que cette espèce de mode de fleurs dans les cheveux, bouquet de corsage, est parfaitement résumée par ce tableau de Winterhalter. L'impératrice Eugénie, accompagnée de ces dames, je ne sais même plus qu'est-ce que c'est le titre exactement, bref. Ce tableau, Gorgeous, I'm in love, I love, je trouve ça magnifique. D'ailleurs, tous les tableaux de l'impératrice Eugénie, hein, très régulièrement, elle a des fleurs dans les cheveux. De même pour tout ce qui est famille royale. J'ai même une photo de la princesse Louise au mariage de la princesse Victoria, où on voit cette coiffure si typique de la décennie avec le volume et une magnifique couronne de fleurs qui pourrait être peut-être une couronne à la Vierge selon la chaume. Et un très joli petit bouquet de corsage. J'adore cette photo, elle est magnifique. On se retrouve demain pour la décennie 1860. Nous allons parler de fleurs artificielles, ça va être génial. Bye bye!